Merci beaucoup parce que ça me donne l'occasion de présenter ce qui n'est pas dans mon livre. En effet, il faut que vous sachiez le secret de fabrication de mon livre avait 3 étages. Un étage, choix d'un paradigme théorique de socio-économie, étude analytique du cas et preuve et évidence empirique des de modélisation. Et l'éditeur a reporté en annexe les documents, les indices, les tableaux, les figures, et il m'a dit de supprimer toute théorie. Donc aujourd'hui, je ne parle pas des capitalismes, mais des économistes face à la crise, ce qui vous explique le décalage par rapport au PowerPoint que je présente. Alors, je vais assez vite dans l'idée de, je vais dire que tout s'est coulé pour la théorie standard. Vous savez qu'ils se sont tous repliés sur optimalité de la gestion de la dette publique. C'est incroyable. Ou inflation et déflation. C'est-à-dire, tout s'est coulé. On va optimiser comment ressortir la dette. Deuxième élément, autonomisation des macroéconomistes. Lorsqu'il y avait un problème d'austérité, on coupait dans la santé, dans la recherche, l'éducation, parce que ça n'avait aucune conséquence dans la gestion conjoncturelle. Aujourd'hui, on s'aperçoit que tous les domaines de l'activité interagissent sur la dynamique macro. Donc, fin de l'isolationnisme macroéconomique. Dernier point, ce qui m'a impressionné, des néoclassiques qui n'ont jamais eu de théorie de crise sont tombés amoureux du mot crise, sans précédent, etc. Donc, c'est tout à fait extraordinaire. Voilà des gens qui se déclarent. Alors, je vais vous annoncer pas moins de 25 enseignements de cette crise et Thomas m'arrêtera si je veux. La première élément, c'est extraordinaire. Robert, oui. Est-ce que tu pourrais éventuellement parler un tout petit peu plus fort ou plus vers ton micro? Je ne sais pas si c'est possible. Voilà. D'accord, attends, d'accord. D'accord. Ouais, là, c'est. Premier résultat, lorsqu'on n'a pas de théorie des crises, on dit de grosses bêtises. Alors, la grosse bêtise qui est quand même très, très, très belle, c'est de dire, c'est une instabilité incroyable, c'est de dire que nous vivons la répétition de 2008. 2008, vous avez une bulle spéculative endogène d'un régime d'accumulation tiré par la finance, elle éclate et l'État intervient. Donc, on s'est dit, ben voilà, c'est le même modèle. Pas du tout. C'est moins la pandémie qui a joué le rôle que la décision de congélation de l'économie due au confinement. Au point que vous avez une évolution qui n'a rien à voir. Vous voyez très bien, dans ça, on est aux États-Unis. Vous voyez très bien que ceci n'a rien à voir avec un cycle. Alors, je suis très touché que beaucoup d'économistes, par exemple américains, nous sommes en récession. Non, nous avons été en arrêt de l'économie avec difficulté de la relancer. Deuxième paradoxe, tous les économistes cherchent la parallèle des années 30. Vous voyez la queue de chômeurs qui font la queue pour la soupe populaire. Et vous avez là, en Philadelphie, des Américains qui ont peut-être leur voiture à crédit, qui font la queue pour avoir un test Covid. Donc, vous voyez très bien que ça n'a rien à voir. Il y a crise sanitaire tout à fait évident, il n'est absolument pas sûr qu'il y ait crise économique, puisque ça a été une décision publique. Alors, dernier point, deuxième enseignement, il y avait un graphique très important qui montrait que, alors, le désaccord, là, désaccord avec mes collègues macroéconomistes, même de l'OFCE, que j'adore. Ils sont tous obsédés par la chute est presque aussi importante que les années 30. Alors là, message régulationniste. Crise de la production de masse, sans consommation de masse, régulation concurrentielle, vous voyez le chaos. Crise Fordisme et sa gestion keynésienne, longue érosion du fait de l'accumulation thérapeutique, et vous avez arrêt de l'économie. Donc, se battre sur les chiffres de la taille de la chute du PIB n'a aucun sens. Elle était endogène dans la crise de 29, elle est administrative et décidée. Deuxième résultat, j'aimerais que la connaissance de la théorie régulationniste des crises fasse des progrès. Troisième enseignement qui est très important, c'est le temps d'incertitude radicale. Alors, je prends un exemple, personne n'est parfait, ma formation initiale, oh là là, c'est de physicien. Alors, mes chers collègues économistes ont dit que le virus, l'ADN est décrypté en une semaine, donc lutter contre la pandémie, ça sera l'équivalent d'envoyer un petit robot sur un astéroïde. Voilà. Et alors que les biologistes nous montrent que toutes les pandémies sont idiosyncratiques, l'immunité peut ne pas durer, il y a 100 tentatives de vaccin, mais peut-être aucune n'aboutira. Et deux dernières nouvelles, un nouveau virus, le virus a muté, ce qui pourrait expliquer la gravité. Quatrième résultat, il se transmet de façon inopinée par la pollution atmosphérique. Donc, voilà le quatrième résultat auquel on aboutit.
et c'est la phrase centrale dans le livre. Comment prendre une décision alors qu'on sait qu'on ne sait pas ce qu'on sera demain, mais trop tard? Ce qui introduit exactement la question des réversibilités. C'est-à-dire, grosso modo, on va avoir une floraison de procès en disant vous avez rien fait de grosses bêtises. Pas du tout. Ils ont réagi en cette situation d'incertitude. Et là, je vais juste en modèle de mon cher ami et collègue et grand compagnon André Orléans. Imaginez que vous êtes sur un marché financier en période calme et vous avez un titre à côté et il peut avoir un négatif ou positif, mais en moyenne c'est zéro. Si vous mettez ensemble les opinions séparées, ben vous avez une belle courbe de cause. Maintenant, vous bruitez un tout petit peu l'économie. Puis le trader se dit, mais peut-être que le marché est plus savant que moi, donc je vais plutôt orienter ma stratégie vers ce que pense le marché. Le grand paradoxe est que vous aboutissez alors en probabilité à l'alternance de noir pessimisme, optimisme naïf. Et c'est exactement ce qui va se passer. Donc, quatrième résultat, incertitude radicale, exocète en direction de la théorie standard. Il y a, je vais mentionner une rare théorie qui fonctionne à ce niveau. Donc, si on pousse l'analyse, excusez-moi, j'ai une souris d'une sensibilité abominable. Voilà, on peut voir ce modèle-là s'appliquer. Voilà, ce sont les cours boursiers idéalisés une fois qu'on a enlevé le train aux États-Unis. En haut, annonce très défavorable sur la pandémie. En bas, annonce favorable soit de la politique économique, soit de l'avance médicale. Et vous voyez, vous avez une alternance absolument extraordinaire. La semaine dernière a vu une nouvelle de ces alternances. Donc la chose extraordinaire, les marchés financiers ont perdu toute capacité de gouverner la dynamique d'accumulation. Et alors, c'est là, cinquième résultat, mais le retour de l'État. Alors, le retour de l'État, je ne vais cesser, excusez-moi, je ne vais cesser de l'approfondir. Dans les périodes calmes, l'État paraît comme un empêcheur de tourner en rond pour le marché. Arrive la rupture, on congèle l'économie. L'État fait deux choses. Assureur du risque systémique en dernier ressort. Je explique que les trésors et les banques centrales fusionnent. Vous voyez très bien que tout s'écoule l'orthodoxie. Deuxièmement, c'est à la théorie de Thomas Schilling, c'est le point focal. Pourquoi le gouvernement annonce toujours des dates, on va sortir, on va rentrer? Parce que les agents privés ne sont incapables de terminer la chronologie. Donc, l'État maître des horloges. Et vous voyez très bien que c'est le cas, quelle que soit l'idéologie des gouvernements. Avançons dans un si. Donc, voilà, le retour est endogène de l'État. Vous avez bien raison de se mettre, c'est un État hydraulique, un État qui sauve le capitalisme. Ce n'est absolument pas la conversion keynésienne. La conversion keynésienne, si on restera dans une économie avec une innovation radicale. Maintenant, quel est le grand problème des gouvernements? Ils ne pouvaient pas optimiser le PIB, la croissance, le chômage. Pour eux, la panique, c'était le nombre de morts. Et là, ça me rappelle un des premiers travaux de recherche qui a failli faire abandonner l'économie, comment décider un avenir radicalement incertain. Le critère, c'est minimax. On va minimiser le maximum de pertes. Ce qui explique que tous les gouvernements, à quelques exceptions près, le Royaume-Uni au début, la Suède, etc., vont abandonner tout critère économique au profit d'un critère arrêter la pandémie. Le drame, c'est qu'arrêter l'économie, c'est remarquable, mais on a des pertes. Et au bout d'un certain moment, tous les gouvernements disent oh, mais il faut qu'on optimise, il faut qu'on déconfine. Et alors là, du coup, il y avait un premier dilemme santé publique, prospérité économique. Mais on en a un second beaucoup plus fondamental. Vous savez que nous avons vécu confinement, déconfinement mal fait, reconfinement. Pourquoi? Parce que les gouvernements n'ont pas compris qu'il y a un trilemme. On ne peut pas respecter les libertés individuelles, préserver la santé et préserver le capital de production. Et donc, nous sommes en train d'explorer le deuxième cycle de cette production, avec toutes les propositions de démonstration de halte aux libertés et la lutte permanente dans tous les pays. M. Trump voulait renouveler l'économie, notre ministre de la Santé voulait préserver la santé. Et parce qu'on n'a pas compris, ça c'est le cœur de la théorie classique, tout est substituable. Et alors, le grand résultat que je propose, et ça a été écrit en juin, excusez-moi, c'est qu'il y a complémentarité des facteurs. Imaginez la théorie avec la complémentarité. S'il y a, donc, conjecture que j'ai posée dès le 15 juin,
S'il n'y a pas restauration de la santé publique, il n'y aura jamais de sortie. Même aux États-Unis, même aux États les plus pro-marché, parce que le facteur, je vous donne deux éléments. Citation de Angela Merkel il y a 15 jours, un journaliste lui dit quel est votre agenda? Il est fixé par la dynamique de la pandémie. Monsieur Powell a déclaré hier toute la politique monétaire est centrée sur la diffusion de la pandémie. Si vous vous souvenez, Greenspan, elle était centrée sur les hauts et les bas de la bourse. Donc, chose extraordinaire. Alors, dernier autre résultat qui consolide beaucoup l'analyse de la régulation, c'est la hiérarchie des formes, des formes institutionnelles. On avait l'idée que pour les néoclassiques, tout est équivalent. Parce que la relation salariale, c'est jamais qu'une relation de contrat. Non. La théorie de la relation nous montre que dans le Fordisme, il y avait un compromis capital-travail qui disciplinait le marché financier. Dans le régime des années 80, c'est la première colonne, les financiers jugeaient les États, les gouvernements, et les États squeezaient la recherche, l'éducation et la santé. Dans le nouveau régime, potentiellement, tous les décideurs, sauf les plus extrêmes des mouvements populistes, suivent la pandémie et les marchés financiers ont à s'ajuster et ils s'ajustent moyennant le maintien de taux d'intérêt zéro et de subventions, la détaxation des profits des entreprises. Donc, à nouveau, autre résultat tout à fait important, retour hiérarchie des temporalités liée à la hiérarchie des formes institutionnelles. Alors là, je vais pour la 20e fois de ma vie plaider pour l'idée que quel est le prochain régime à la fin du XXIe siècle, un modèle anthropogénétique. Et ce modèle anthropogénétique est centré sur 3 composantes. L'éducation, qui est tellement fondamentale dans l'engendrement du citoyen et de ses compétences. La santé, qui permet d'imaginer une population dont l'espérance de vie est comme au XVIe siècle de 30 ans, mais les investissements ne portent pas. Et la culture. Et la culture, ce n'est pas Netflix, c'est les pratiques et les conventions implicites qui font société. Alors, la démonstration que j'ai tentée de multiples fois, que je recommence avec vous aujourd'hui, aux États-Unis, imaginez, il y a 3 périodes. Cette ligne-là décrit la part des biens fordiens. Vous avez vu, on a une magnifique période jusqu'à 80. Là, vous avez en bas la part de la valeur ajoutée capturée par le marché financier. Mais le véritable modèle, c'est part de la santé, de l'éducation, de la culture. Implicitement, les États-Unis sont déjà le modèle anthropogénique avec des inégalités financières. Et quel est, pour les macroéconomistes américains, le mauvais élève de la famille, c'était le Japon. Mais le Japon, non seulement inaugure, avec une banque centrale qui rachète tous les titres publics, mais qui a développé la couverture sociale pour enrayer la paupérisation de la population. Et là, au biais de gens près, du fait que les femmes n'ayant pas accès au marché du travail, la fertilité s'effondre, c'est un peu l'idée fondamentale, c'est nombre d'années de vie en bonne santé grâce à des transferts sociaux tout à fait considérables. Donc ce modèle existe déjà. Et il pourrait être théorisé. Il y a des décennies que j'attends qu'on me demande de ce modèle parce que si on y regarde bien, il produit des citoyens, des individus socialisés qui sont capables d'innover, mais ça c'est trivial, mais qui sont capables d'esprit critique, qui sont capables d'alimenter l'insertion de la communauté internationale. Mon exemple typique là, c'est le Danemark. De telle façon qu'on a une telle dynamique de l'innovation capitaliste qu'on peut avoir retransféré 50% du PIB pour soutenir le modèle anthropogénique. Donc, avant-dernier résultat, le futur à long terme, y compris pour les pays en voie de développement, c'est ce modèle anthropogénique. Maintenant, oui, caveat, il n'y a pas d'alliance politique. Les infirmières, le corps médical, les malades, l'opinion publique et tout, mais vous avez vu, dans la loi de finances, on a à nouveau réduit le budget alloué à l'hôpital. C'est-à-dire que chasser le naturel. Sur toutes tes diapos, on voit tu as fait une mauvaise manipulation. Ah, mais si. Là, je parle de ce diagramme-là. Hein. Il n'y a pas l'alliance politique permettant de faire l'alliance correspondante. Parce que ce modèle, d'abord, il peut être excluant et inégalitaire aux États-Unis, il peut être intégratif au niveau des sociodémocrates, mais face à l'urgence du chômage, de la pauvreté, non seulement l'écologie va passer à la trappe, mais même la réhabilitation du secteur de santé. Et c'est ça qui est terrible. Logiquement, en termes hegéliens, c'est le modèle de l'avenir. En fait, le blocage politique. Et c'est là qui me fait avancer vers l'idée où va-t-on? Alors, là, il y a une illusion qui est la suivante.
l'illusion, c'est que plus rien ne sera comme avant. Alors, c'est vrai que les chaînes de valeur vont un tout petit peu se restructurer. C'est vrai qu'il y a une épargne forcée tout à fait considérable et la consommation, le mode de consommation urbain est bloqué. L'investissement est en plein attentisme. La dynamique internationale est complètement bouleversée. Donc, c'est le chaos. Pas du tout. Mon argument, et j'ai été absolument frappé parce que cette hypothèse n'était pas du tout la mienne. Nous vivons au contraire un renforcement sans précédent de l'économie de plateforme centrée sur les biens informationnels. E-commerce, télétravail, réseau des GAFAM qui maintiennent le commerce international à long terme. Informations en temps réel supérieures à ceux des systèmes de comptabilité nationale qui sont trimestriels, mensuels. Le temps réel, c'est dans la seconde près. Dernier point, dispositif de suivi des pandémies. Là, si vous allez en Chine, on va ajouter au système du crédit social le suivi médical de la pandémie. Donc, si vous voulez, ce qui m'a absolument impressionné, voilà une crise qui renforce la partie avancée du capitalisme transnational qui a ruiné, bien sûr, la dynamique des économies. Je n'ai pas le temps parce que j'ai... et dernier résultat pour la régulation, pas de déterminisme. Si vous allez, là, je n'ai pas le temps de vous décrire les formes instituées qui sont respectivement appliquées à États-Unis, Chine et Europe. Et alors, là, à nouveau, l'hypothèse hiérarchique est très importante. Aux États-Unis, la concentration du pouvoir fait que le Sénat est quasiment complètement dépendant des patrons des GAFA. Vous allez en Chine, le parti État a un tel contrôle que l'information économique lui converge et lui sert à maintenir la stabilité sociale et politique. Et nous, en Europe, nous sommes de grands idéalistes. Nous pensons que, comme le propose Benjamin à juste titre, l'information est un comment, mais hélas, nous n'avons pas une nationale pour soutenir le régime. Donc, à nouveau, multiplicité du redéploiement d'un même régime. Et alors, la grande surprise pour moi, c'est qu'on avait déjà eu en 2000 une tentative d'alliance des financiers avec les GAFAM, mais avec la crise, nous avons la réédition de cette dynamique de façon extraordinaire. Pourquoi la bourse est-elle soutenue? Elle a d'ailleurs repris la semaine dernière. Mais les financiers investissent dans l'économie numérique et dans la digitalisation de la santé et le modèle médical. Donc vous avez que ce ne sont pas les gouvernements qui vont, c'est pas l'OMS qui va décider la politique sanitaire, ce sont les GAFAM. Alors, la Fondation Gates est un bon exemple, puisque le budget est presque supérieur à celui de l'OMS. J'aborde maintenant sur vive l'économie institutionnaliste, parce qu'effectivement, comme l'a dit très bien Florence, les institutions, ce sont des compromis transitoires entre les agents, et deuxièmement, ce sont les réducteurs d'incertitude. Imaginez-vous une série de Robinson Crusoe. Et alors, la grande difficulté qui est apparue, c'est qu'on a perdu, premièrement, si vous... excusez-moi, j'ai une souris d'un caprice extraordinaire. Si vous êtes en Chine, moyennant des mesures absolument dramatiques, la conscience s'est retournée. Vous avez bon, je n'y arriverai pas. Par contre, vous venez en Europe, la crainte est du chômage, et vous avez une boucle dépressionniste. Donc la chose qui est tout à fait extraordinaire, c'est la capacité des institutions publiques à canaliser soit vers le redéploiement de l'accumulation, soit au contraire vers l'attentisme. Autre résultat, adieu, chers collègues macronistes, les modèles agrégés. Là, j'ai fait une tentative d'analyse. D'où vont venir les gains de productivité? Vous voyez très bien que selon les secteurs que j'ai retenus, il n'y a aucune raison de convergence. Alors, la grande nouveauté des chiffres macro, c'est que 20% de l'économie est en boom, 30% en catastrophe, et stable. Les chiffres macroéconomiques n'ont plus aucun intérêt. Il va être à nouveau, là je rejoins tout à fait Florence, le chômage n'a plus de signification, la valeur ajoutée non plus, et les modèles agrégés sont tout à fait perdus, et c'est ce qui explique que, par exemple, l'OSCE se sont convertis dans des modèles, par exemple, Léontief, tout à fait. Alors, dernier point, c'est nous vivons dans des sociétés, des individus schizophrènes. Je me rappelle l'idée, par exemple, les Français veulent des services publics de bonne qualité, mais ils ne veulent pas payer de cotisations sociales. Les citoyens américains veulent bénéficier de
la baisse des prix des biens fort bien venus de Chine, mais ils veulent conserver leur emploi, et ainsi de suite. Le consommateur est content des taux d'intérêt très faibles, l'épargnant n'est pas. Donc, et les propriétaires de logements gagnent dans la crise, les locataires. Donc, premier diagnostic, les individus ont 3 ou 4 mois divisés. C'est pas trop grave parce qu'on peut aller chez le psychanalyste. Ce qui est plus grave, c'est que vous avez 2 blocs. Et alors, vous qui suivez le dépouillement des élections présidentielles, vous avez 50-50 entre, excusez-moi, j'aurai la prochaine fois une souris meilleure. 50-50 au sens de, vous avez des, alors, identitaires conservateurs, nationalistes, État protecteur, adverse au risque, impôts et redistribution, attachement au service public. De l'autre côté, internationalistes, progressistes, ouverture internationale, l'État entrepreneur, le risque, ça donne la start-up nation, impôt à taux unique, privatisation des services publics, contribution positive de l'immigration, le marché, gaz d'efficacité. Et vous voyez très bien qu'aux États-Unis, ça fait 49 versus 51 et vice-versa. Ce qui illustre le grand thème que je n'ai pas eu le temps beaucoup de faire, c'est vous avez une grande crise de l'intermédiation politique. C'est donné sur la France, une traité. Les Français n'avaient pas, il y a 3 mois, aucune confiance dans le gouvernement, à l'extrême guerre dans le maire, dans l'hôpital, dans l'armée, mais absolument plus dans les partis, dans le Parlement, etc. Donc vous avez une grande crise de l'intermédiation politique. Ce qui me fait dire, dans un article que j'ai publié dans l'Histoire, ce n'est pas une grande crise du capitalisme, elle va venir, rassurez-vous, mais c'est une grande crise de l'État. Du coup, pour terminer très vite, je suis tout à fait d'accord avec Florence, adieu à l'idée d'une prévision déterministe. Nous vivons l'État, soit vous prolongez les éléments actuels. Et alors là, ce modèle est, je voudrais quand même vous montrer la diapositive, voilà, il est concurrence exacerbée. Vous vous rendez compte que les milliardaires ont encore accru leur fortune, certains de 30 ou 40%. Et les pauvres sans couverture sociale aux États-Unis, vous avez bien. Numérisation de la consommation. J'ai peur que Amazon enterre toute notre série de librairies. Avancée de la biologie. Vous savez qu'aux États-Unis, on veut une médecine prédictive, personnelle, préventive. Et, dernier point, dépendance de l'État par rapport au financier international. Vous avez une idée, un panoptique numérique et biopolitique. Malheur aux pauvres, vive les riches, contrôle digital par l'équivalent du crédit social, déterminisme génétique, c'est ça qui me paraît un peu dramatique avec la pandémie, abandon des institutions de l'État. Ce modèle est condamné à l'échec et moyennant 3 ou 4 décennies de cheminement dans une crise très compliquée, je suis excusé, voilà, vous pouvez imaginer que dislocation des relations internationales qui permet à chaque pays d'innover, et mon argument était les pays sociodémocrates, le lien social est très fort, sont capables d'innover, ils peuvent se redresser, espérant qu'il n'y ait pas de guerre mondiale pour synchroniser les éléments, et vous avez la disparition de l'idée que l'homme est un loup pour l'homme. On s'aperçoit avec la pandémie qu'il importe d'avoir la solidarité. Et cette solidarité reconstitue les bases d'une démocratie, au point que l'on peut imaginer la constitution d'agences de l'Organisation mondiale, de l'ONU, sur la santé, sur le climat, et le remise à sa place de la Banque mondiale et du FMI. Un monde de développement anthropogénétique, parce qu'il n'est pas de meilleure richesse que la bonne santé, et un regain de la démocratie. J'espère que les jeunes générations verront ce magnifique modèle. Navré d'avoir été long, mais votre demande m'a beaucoup stimulé. J'espère que j'ai dit suffisamment de choses provocantes pour susciter l'opposition. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.